Bienvenue, mesdames, messieurs, à l'émission La Tribune. Et aujourd'hui, vous allez être de bonne humeur, peut-être même des fous rires. Chose certaine, vous êtes des parents. Alors, si vous êtes des parents, vous avez de nombreux enfants et là, vous vous dites, j'ai pas appris, moi, à l'école, comment devenir un bon parent. Eh bien, cette expression-là, d'aujourd'hui, on va me placer ça dans le passé parce que ce n'est plus vrai du tout. Et j'ai la preuve en studio aujourd'hui à la TVC. Mesdames, Messieurs, voici Nancy Doyon qui est coach familial international. Allô, Nancy. Allô. Nancy, je suis bien contente de pouvoir te... On se tutoie, c'est Bien correct? certain. Bon, Nancy Doyon, on va... Une tribune, là, c'est pas compliqué. On fait le tour de ta vie en 30 minutes. C'est pas long, hein? Pourquoi pas? Voilà. Parce qu'on vous appelle de temps à autre globe-trotteur aussi, hein? Quand on touche l'international également. Juste avant qu'on commence, là, vous êtes autrice, donc en tant que coach familial. Alors, autrice, après ça, vous avez combien de livres? Je viens de terminer le 8e à écrire à 2 doigts. Okay. Je suis dyslexique du clavier, rien à faire, j'ai jamais appris à taper. Alors, je suis très patiente. OK, parfait. Ça a pris combien de temps? Celui-là, j'ai mis un bon... le livre? Oui. Ouais, ben celui-là, j'ai mis un bon 2 ans dessus parce qu'il y avait aussi beaucoup de recherches à faire. Et le titre? Celui-ci s'appelle « Ça prend 18 ans pour élever un enfant ». Ah, alors vous voyez, hein, la preuve, c'est ça. Alors, on va commencer au tout début, quand Nancy Doyon, c'est ça, Nancy Doyon est née, parce que je me trompe, parce que votre sœur, c'est Chantal Doyon, on va bien sûr le mentionner. Chantal Doyon qui a organisé beaucoup d'activités dans le monde de l'agriculture, entre autres. Là. Alors, donc, Nancy, allons-y. Vous êtes née où? Thetford Mines. Thetford, yes. Les mines. Oui. Alors, parce que les parents étaient là, la famille aussi. Exact. J'ai étudié en éducation spécialisée. Moi, je suis éducatrice spécialisée à la base. Puis, je suis partie de Thetford quand même assez tôt. Maintenant, je suis à Québec. Bon, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, moi, dans les centres jeunesse avec des adolescents délinquants, donc des jeunes en troubles graves du comportement. J'ai été famille d'accueil à l'âge de 23 ans, où je récupérais les jeunes qui devaient sortir du centre d'accueil, mais qui n'avaient pas nécessairement de famille, et je les guidais là, gestion des finances, apprendre à cuisiner, etc., pour qu'ils puissent s'en aller en appartement par la suite. Mais une belle expérience. Ah oui, vraiment. Et j'étais toute jeune. C'est ça, j'avais entre 23 et 25 ans. Mais tu sais, à l'époque, j'avais du mal à mettre des frontières, tu sais, puis ça faisait que je me retrouvais à travailler 24 sur 24. Fait que j'ai fait ça 2 ans et demi, 3 ans. Et après ça, je dis, bon, ben, je pense que j'ai trop le cœur de Mère Teresa, j'en fais trop. J'ai travaillé aussi plusieurs années en CLSC avec les familles, surtout en contexte de vulnérabilité. Donc, des familles qui vivaient toutes sortes de problématiques. J'ai travaillé en milieu scolaire, primaire et secondaire. Et puis, il y a 12 ans de ça, j'ai suivi une formation, justement à cause de ma sœur, qui avait suivi une formation en coaching d'entreprise. On discute de ça, je trouvais ça super intéressant. J'étais maman monoparentale à l'époque. Avec l'argent que j'avais pas, je suis allée suivre cette formation-là qui m'intéressait beaucoup. Puis, je me suis mis à me dire, coaching familial, est-ce que ça existerait, ça? Et là, je suis allée fouiller sur Internet, trouve rien. Il y avait des trucs en Europe, mais c'était des ateliers de groupe qui étaient animés pas forcément par des gens qui avaient une formation là-dedans. C'était assez général. C'était à l'époque où Super Nanny était à la mode, Super Nanny, Dr Nadia. Et je me disais, ben moi, j'aimerais ça développer quelque chose qui ressemble à ça, mais vraiment avec l'approche du coaching. Je suis allée me former par la suite en programmation neurolinguistique. Donc, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique. Ce qu'on appelle PNL. Oui, la PNL. Et puis, bon, ben, avec toutes les formations que j'avais, avec mon expérience, avec ces formations-là, j'ai développé ma propre approche en coaching familial. Au départ, je me disais, ça va juste être un bon sideline. Tu sais, je travaillais en CLSC, j'aimais beaucoup mon boulot, puis je me disais, mais ça va être un bon sideline, tu sais, comme maman monoparentale. C'était sécurisant aussi, travailler au CLSC, hein, c'est ça? Oui, ça faisait déjà un petit bout que je travaillais, que je donnais des conférences, des formations un peu partout. Et les gens venaient souvent me voir en me disant, écoute, on aimerait ça que ce soit toi qui viennes chez nous. Puis là, je disais, ah, mais tu sais, c'est pas mon territoire. Puis j'avais commencé à développer des services privés parce que, bon, j'avais des demandes à cause de ça. Et puis, bon, à ce moment-là, en CLSC, il a commencé à y avoir des listes d'attente.
Il a commencé aussi à avoir une sélection de la clientèle qui faisait que les gens qui étaient pas à faible revenu étaient plus priorisés. Et là, ma clientèle au privé a commencé à augmenter, puis dans certains CLSC, dont celui où je travaillais, il réduisait aussi le nombre de rencontres auxquelles les parents avaient droit. Mais tu sais, quand tu as un enfant avec un trouble grave du comportement, trouble d'opposition, avec plusieurs diagnostics, 6-8 rencontres, c'est peut-être pas assez. Et là, j'ai vu vraiment qu'il y avait un besoin pour des services éducatifs au privé. Et bon, ben, j'ai monté ma clientèle. Un jour, je me suis fait supplanter sur mon poste auprès des familles. Je me suis retrouvée sur un poste qui ne me plaisait pas du tout. Et puis, ben, j'ai fait le grand saut il y a 10 ans de ça. Oui, mais ça prend du courage. Oui! Parce qu'on laisse de côté quand même un travail sécurisant. On sait ce que ça vaut aujourd'hui en temps de pandémie aussi. Là. Fait que j'ai abandonné mon poste permanent avec sécurité d'emploi, syndiqué, avantages sociaux. Oh mon Dieu! Pour me lancer au privé. Puis je me rappelle à l'époque, il y avait des gens qui m'avaient dit, écoute Nancy, tu pourrais démissionner de ton poste, mais rester sur la liste de rappel. Oui. Et ma mère m'avait dit, Nancy, pourquoi tu ne te gardes pas un pied au CLSC, une belle sécurité? Puis je me souviens que l'impulsion que j'avais eue, j'avais dit, maman, si je me garde un pied là, j'ai pas ce pied-là pour avancer. Tu sais, je me disais, ce qui va se passer, c'est que s'il y a des bouts qui sont plus difficiles au privé, ou s'il passe un poste que je trouve intéressant, je vais toujours retourner vers la sécurité. Alors, j'ai choisi vraiment de donner la démission puis de plonger complètement en me disant, ben, advienne que pourra. Et puis finalement, le que pourra était pas pire du tout. Oui, hein, c'est ça, parce qu'il n'y a aucun regret, là, non plus. Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Même parce qu'au fait, bien, comment vous avez vécu ça, la pandémie? On a eu peur. Bien, c'est ça, j'aimerais ça qu'on raconte, parce qu'il y a des faits vécus, là. Ouais. Ça n'a pas été drôle, là. Non, Ça n'a non. pas été rose, là. Non. L'an dernier, début de la pandémie, j'avais 23 coachs qui travaillaient pour moi. Imagine. Plus bon, c'était des sous-traitants quand même, là, mais plus, bon, ma sœur qui est mon adjointe, plus mon conjoint qui a abandonné aussi son poste permanent en plein syndiqué au gouvernement pour travailler avec moi. Et là, du jour au lendemain, tout est arrêté. Et là, ben, plus de coaching, les clients annulaient tous leurs rendez-vous. Mes coachs avaient peur, ne voulaient pas non plus aller continuer de travailler. Bon, certains oui, d'autres non. Moi, je suis conférencière formatrice, là. J'avais 80% de mon chiffre d'affaires que c'est moi, puis j'ai des conférenciers aussi qui travaillent pour moi maintenant, qui donnent mes contenus. Tout arrête. Et puis, disons-le, vous étiez rarement à la maison. Oh oui, l'année dernière, je devais passer tout le mois de mai en Europe. Je devais donner de la formation au Liban, au Maroc, en France. Et là, ben, tout arrête. Et on avait déjà, nous, on était chanceux, on avait déjà un volet de notre entreprise que c'est de la formation sur le web. Donc, on vendait déjà de la formation sur le web. Puis à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben écoute, on va pouvoir se compter plus sur ce volet-là. Non. L'année dernière, tout le monde avait tellement peur, tout le monde était sidéré que personne n'achetait rien. Tout le monde est tombé sur pause. Les endroits où je donne des formations d'habitude, les garderies, les écoles étaient en réorganisation. Donc, pendant à peu près 2 mois, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et moi, je pense, je disais tout à l'heure, j'ai plongé, j'ai été courageuse, mais une de mes grandes qualités dans la vie, je pense, c'est le lâcher-prise. Moi, Mais c'est stressant. Oui, le c'est stress, stressant. on le vit, là. Oui, je l'ai vécu. Mais mon conjoint et moi, on s'est dit, écoute, peut-être qu'on va tout perdre. Et on perdra tout. Puis il faut le dire, la belle maison. Oui, c'est ça. Là. Vous êtes bien installés. Oui, on est sur le bord d'un lac. En plus, ouais, c'est ça. Mais on regardait la maison, Ouais. on s'est dit, ben, écoute, le pire qui peut arriver, c'est qu'on perde tout. Et je lui ai dit, toi, là, ça t'est déjà arrivé d'être vraiment cassé, d'être pauvre, de rester d'un petit appartement, de manger du craft dinner. Oui, tu as survécu. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai été maman monoparentale. J'ai le souvenir vivace. Ma fille est tout petite, puis je vide mes tiroirs pour trouver des sous dans le fond des tiroirs pour pouvoir acheter une pinte de lait. Fait que je l'ai déjà vécu, j'ai survécu, puis ça m'a pas empêchée d'être heureuse. Donc, j'ai pas peur de tout perdre. Oui, on s'est organisé. Oui, on a trouvé des façons de faire. L'année dernière, on s'est dit, bon, ben écoute, puisque les gens n'achètent rien, on va leur donner du gratuit.
Alors, pendant tout le mois d'avril l'année dernière, tous les jours, 5 jours semaine, j'ai donné des contenus gratuits sur Facebook. Et j'avais des amis à moi qui disaient « Mais Nancy, t'es folle, t'es en train de donner tout ton matériel gratuitement. » Je dis « Mais oui, mais de toute façon, les gens ne l'achètent pas. » Alors, moi, si ça peut les aider, regarde, c'est à ça que je sers dans la vie. Et j'ai donné du matériel gratuit, ça a aidé énormément de monde. Tu sais, des vidéos qui sont vues par 60 000 personnes. Wow, OK. Et puis, on a organisé ce qu'on devait faire en Europe, on l'a organisé sur le web. Finalement, ça a pris de l'ampleur. On a organisé un sommet du leadership éducatif. On a des amis. Moi, j'ai le privilège d'être entourée de beaucoup de conférenciers, formateurs internationaux. Et on a interpellé nos amis qui, eux aussi, avaient perdu leur contrat. Et on dit, ben oui, pourquoi pas? Et on a organisé un sommet gratuit. Et en disant, ben ceux qui veulent garder l'accès à ça, ben pour un prix dérisoire, 100 $, ben vous pourrez avoir une espèce de coffret avec beaucoup de trucs dedans. Et écoute, on a eu 25 000 personnes de partout sur la planète qui se sont inscrits à ce sommet-là. On a eu des témoignages à faire pleurer de gens qui vivaient ça très, très difficilement, la pandémie, et que ce sommet-là a fait énormément de bien pour eux, pour leur famille. On a passé l'année à avoir des témoignages de familles qui disaient « Écoute, ça a changé ma relation avec mes enfants, ça a changé ma relation avec mon conjoint, ça a changé ma façon d'être un parent. » Ça a vraiment valu le coup. Et financièrement, ben, ça nous a permis aussi de sauver la maison. Voilà. Puis après ça, ben, les choses progressivement ont rentré dans l'ordre. On a commencé à faire toutes nos formations, conférences sur le web. Le coaching, on s'est réorganisé aussi pour que ce soit sur le web. Mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de tes livres, parce qu'il y en a quand même 8. Hein? Alors, comment on décide de commencer à devenir autrice, là? L'éclair, là? Les gens doivent savoir que je déteste écrire. Je déteste un ça. doigt. Un, j'écris à 2 doigts. 2, je déteste ça. Chacun des bouquins que j'ai écrits, je les ai écrits parce que je trouvais que c'était nécessaire, parce que je ne trouvais pas de bouquin là-dessus. Le premier, par un gros bon sens, en fait, c'est celui qui est le plus connu. Écoute, on est rendu à 27 000 exemplaires de vendus, quand même, traduit en espagnol. Celui-là, c'est que je trouvais rien de simple et de concret pour les parents qui explique qu'il ne faut pas agir sur le comportement de l'enfant, mais essayer de trouver la cause derrière le comportement. Puis je trouvais rien, parce que j'essayais, comme coach, je voulais souvent référer des livres, et je trouvais rien qui aidait vraiment les gens à dire, bien, qu'est-ce que je peux faire pour observer mon enfant puis voir, bien, est-ce que c'est de la recherche d'attention? Est-ce que c'est parce qu'il a du plaisir à déjouer? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est parce qu'il est en train de se percevoir négativement? Donc, comme je trouvais rien, j'ai décidé de l'écrire. Ou encore, maman s'occupe pas assez de moi, je vais faire du bruit. Ben oui, c'est ça. C'est souvent la recherche d'attention. Alors, c'est ça, fait que je l'ai écrit parce que je trouvais que c'était nécessaire que les parents aient quelque chose là-dessus. Ensuite, moi, je faisais beaucoup d'ateliers dans les écoles sur l'intimidation. Et je trouvais que les enfants avaient rien. Je leur donnais souvent un petit paquet de feuilles, puis je me disais, pourquoi il n'y a pas de bouquin qui existe pour les enfants, que les enfants peuvent lire sur l'intimidation? Alors, je l'ai écrit. Qu'est-ce que l'intimidation? Qu'est-ce qu'il n'y en est pas? Puis moi, mon approche a toujours été d'enseigner la saine affirmation de soi. Et là, par la suite, j'avais plusieurs éducatrices, des éducateurs spécialisés, des enseignants qui me disent « Nancy, on sert de ton bouquin pour animer nos ateliers en classe. » Puis là, on fait des photocopies. Je fais « Bah, j'ai ça, des ateliers, moi, sur l'intimidation. » Alors, j'ai fait un bouquin avec les ateliers sur l'intimidation dedans. Et là, je me suis mis à écrire l'espèce de première partie qui était plus la théorie. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de matériel. Fait que c'est devenu un autre bouquin. Oui. Celui sur le dodo, c'est encore une fois, il s'appelle SOS Dodo. Je trouvais plein de trucs sur les dodos, mais je me disais, voyons, c'est comme si tous les enfants qui avaient des problèmes de sommeil, c'était pour la même raison. Ça prend un livre qui apprend aux parents à observer leur enfant et à se demander, le mien, pourquoi il y a des problèmes de sommeil? Est-ce que c'est de l'opposition ou est-ce que c'est parce qu'il a du mal à s'endormir? Est-ce que c'est parce que je couche au mauvais moment? Ou il y a mal quelque part? Oui, ou il y a mal quelque part. Donc, j'ai voulu faire un livre sur, apprenez à observer votre enfant. Puis ensuite, l'autre, j'en ai écrit un autre sur l'anxiété. Chez les tout-petits, il existait plein de choses sur l'anxiété chez les enfants d'âge scolaire.
Mais moi, je donne de la formation dans les garderies sur le stress et l'anxiété chez les bébés, les tout-petits. Et pourtant, on entend souvent dire « Ah, les enfants, ça s'adapte. Ouais, » Ouais. L'anxiété chez les tout-petits, ça existe. Ben exactement, surtout présentement. Et comme il n'existait rien, j'ai dit, ben écoute, ça prend quelqu'un pour l'écrire. Alors, je l'écris. Donc, presque tous les livres que j'ai écrits, puis là, le petit dernier, c'est sur la responsabilisation. Comment on peut responsabiliser les enfants étape par étape, de la naissance à l'âge adulte. Donc, vous vous inspirez des demandes que vous recevez Oui. pour dire « Ah, ça, c'est un bon sujet, je devrais faire un livre. » Donc, vous comptez en écrire combien? Parce que ce n'est pas les sujets qui manquent. Il y en a encore au moins 4 sur la to-do list. Oui, OK. Il y en a au minimum 4. On ne donnera Après pas ça... les sujets tout de suite parce que c'est pas écrit, c'est ça. Alors, et aussi, je voulais revenir parce que vous êtes toujours entouré de monde. Donc, vous êtes né dans une grosse famille, là. Parce que je vois que Doyon, c'est des grosses familles. Oui. Puis vous avez dit tantôt votre chat, mais c'est un... ma mère était une Simoneau. Simoneau, bon, donc, oui, il y a j'ai une belle grosse famille. Ma mère était la 10e de 12 enfants. Donc, beaucoup de cousins et cousines qui vont pouvoir nous écouter. C'est ça, puis je te ramène aussi parce que c'est à Plessis-Ville, parce que vous avez vécu à Plessis-Ville. Ce choix-là s'est fait comment? En fait, mon père, quand il a pris sa retraite, travaillait, lui, à mine à Black Lake. Quand il a pris sa retraite, eux autres, ils avaient envie de revenir dans le coin de Plessisville parce que la famille de ma mère est encore ici. Donc, ils ont vendu leur grosse maison à Thetford pour venir s'acheter une petite maison mobile ici. Mes parents ont toujours adoré le camping. Fait qu'ils voulaient avoir quelque chose, ils passeraient beaucoup de temps dehors. Puis bon, tu sais, c'est l'aspect ici de plein air. Ma sœur étant ici aussi, ça permettait à mes parents de se rapprocher de leurs petits-enfants. La famille, c'est une grosse famille de combien d'enfants? Chez nous, non, on est 3 filles. Vous êtes 3 filles? 3 filles. OK. Moi, j'ai souvent quelqu'un qui a 3 filles dans sa famille. Il y avait sûrement des tirages de cheveux à l'adolescence. Moi, je ne sais pas. Je suis plus jeune que les 2 autres. Alors, moi, j'ai comme eu 3 mères. Mais mes 2 sœurs, oui, effectivement, eux autres, se sont crêpés le chignon un peu plus. Ils étaient plus proches, 3 ans de différence. Moi, je suis arrivée beaucoup plus tard. Fait que j'ai été beaucoup chouchoutée, dorlotée, gâtée par mes parents, mais aussi par mes 2 sœurs. Et parlons de un beau souvenir que tu te souviens quand tu étais toute petite, là, jeune. Là. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué, toi? Bien, moi, je te dirais que c'est beaucoup nos années de camping. Avec mes parents, on faisait du camping. Je fais encore du camping, d'ailleurs. Toujours au même camping? Ou on se non, c'est ça. On s'est promené pas mal dans les dernières années, mais là, cette année, on va être saisonnier à Saint-Apollinaire. Mes années de camping avec mes parents. Pas plus tard qu'hier, on s'est fait un feu de camp avec mon conjoint. Puis je disais à quel point, pour moi, l'odeur du feu de camp, c'est l'odeur du bonheur. On avait une toute petite roulotte Appalache, 16 pieds, minuscule. Mais on était toute la famille collée ensemble. Puis on passait nos journées dehors. Puis c'est comme si, quand on arrivait là, les parents étaient plus relax, l'atmosphère était festive, on courait partout, on était dehors. Moi, je suis une fille de plein air. Oui, puis donc c'est sécurisant, le camping, pour les parents. On les laisse aller. Il y a toujours quelqu'un qui va s'occuper des jeunes. Oui. On a été aussi plusieurs années au camping de Sainte-Agathe, près des chutes. Donc, non, ça c'est mes années de camping, là, tu sais, puis même les autres campings, là, avec les Noëls du campeur, tous les trucs qui étaient dans la marbre. C'est tellement cool. Alors ça, c'est des beaux souvenirs d'adolescent. Puis à l'école, étiez-vous perçu comme quelqu'un qui donnait aux autres, qui était bienveillante? Il me semble que tu serais une copine, là, où c'est bon de donner des petits secrets, là. Tu ferais quoi à ma place, là? Oui, ça, j'ai toujours été la confidente. Au primaire, j'étais comme ça. Primaire, secondaire. Il y a cette semaine, justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit, une copine que j'avais au primaire, puis qui me remerciait de l'aide que j'y avais offert dans une période difficile quand elle avait 9 ans. J'en ai pleuré. Mais oui, j'ai toujours été Mère Teresa, ça a toujours été ça. Puis j'ai toujours été une leader. J'ai eu beaucoup de facilité à l'école, beaucoup de facilité à me faire des amis. J'ai toujours été une fille dynamique qui organisait 1000 trucs. Pour ceux qui me connaissent, qui se rappellent de moi, au secondaire, j'organisais des pièces de théâtre, j'organisais des parades de mode, j'organisais des débats sur la place de la religion chez les jeunes. Mais ouais, c'est ça, ça a toujours été clair.
prioritaire pour moi que être là pour aider les autres, prendre soin des gens qui nous entourent. Ça a toujours été évident pour moi que c'était mon rôle dans la vie. Donc, habituellement, c'est en secondaire 3 qu'on décide qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Ouais. Donc, ça a été clair que c'était en éducation spécialisée? Bien, j'avais un peu hésité. J'avais hésité entre éducation spécialisée et psychologie et graphisme, parce que je dessinais aussi. Puis finalement, j'ai décidé que ben, tu sais, finalement, dessiner, je peux faire ça n'importe quand, mais travailler à aider les autres, moins. Puis l'éducation spécialisée, c'était quelque chose qui était concret, sur le plancher, en animation. J'ai toujours été un peu animatrice, fait que je me disais, ah tiens, ça va être bien pour moi. Fait que ça a été vraiment le meilleur choix que je pouvais faire. Côté amour, il faut y toucher un tout petit peu. Hein? Je suis chanceuse. Je suis chanceuse. Je te dirais, mon conjoint, c'est un éducateur spécialisé. En fait, je l'avais commandé à l'univers, cet homme-là. Ma relation précédente, c'était quelqu'un qui était formidable aussi, mais qui comprenait pas bien ce que je faisais, puis que bon, qui vivait beaucoup d'inconfort, tu sais, ben, parce que c'est démarrer une entreprise, c'est quand même une énergie, là, tu sais, fait qu'il vivait beaucoup d'inconfort avec ça. Le fait aussi, que je sois une personnalité connue, il était pas confortable non plus avec ça. Et quand on s'est quittés, je m'étais dit, moi, mon prochain conjoint, je veux que ce soit un intervenant qui comprenne ce que je fais, que ce soit quelqu'un de bon, et qui ait envie de travailler avec moi. Je voulais que ça devienne mon partenaire en affaires. Et puis, ben, il n'y a pas plus tard qu'un mois, on a signé les papiers. Il est officiellement mon associé maintenant. Et il s'appelle, il va aimer ça entendre son nom. Martin Daigle. C'est le plus beau, c'est le plus fin. Salut Martin, ça a l'air que t'es beau, t'es le plus fin. Il traite comme une princesse, il m'aide, il embarque dans toutes mes folies. Ça fait du bien. Ah oui, c'est vraiment... Puis cette année, là, justement, avec la pandémie, une chance qui était là, tu sais, pour qu'on puisse surmonter tout ça à deux, c'est vraiment génial. Parce qu'on le sait, hein, il y a eu beaucoup de séparations pendant la pandémie, puis qui sait, c'est pas encore terminé non plus. Là. Quel message t'auras passé en tant que... Parce qu'on est passé au-dessus de bien des choses pendant la pandémie. Oui. Ben moi, j'ai dit à mon conjoint, parce qu'on devait se marier l'année dernière. Finalement, ben, ça a été reporté. Ce sera peut-être l'automne prochain. Et je disais, ben, tu sais, tu vas dire oui pour le meilleur et pour le pire, là. Ben, le pire, là, c'est cette année. Parce que oui, j'étais plus irritable, oui, plus impatiente, oui. Puis on a eu plus d'accrochage. Mais ce qu'on a fait, nous, on a travaillé très fort. On est allé suivre des formations sur la communication dans le couple. On est allé suivre des formations sur les types de personnalités pour aller chercher tous les outils que ça nous prenait pour que, justement, on puisse passer à travers. Fait que, d'autres, tant mieux. En bout de ligne, cette pandémie-là, avec les accrochages que ça va avoir eu, bien, ça va nous avoir permis de grandir comme couple. Voilà. Alors, maintenant, c'est peut-être le temps de parler des ateliers aussi, hein, parce que vous en avez plusieurs. Comment ça fonctionne, les ateliers, là? Parce que là, on a repris le boulot, là, c'est ça que ça veut dire. Là. Ben oui, tout à fait. Alors oui, on a plusieurs formations sur le web. Tout est sur le web présentement. On a donc des petites formations de 3 heures pour les parents. Parents éducatrices en garderie, les gens achètent la formation et puis ils peuvent la visionner au moment qui leur convient. On en a des plus petites de 3 heures. On a des programmes plus étoffés aussi pour les intervenants. Et j'ai une école de coaching familial. Donc, je forme des intervenants à mon approche un peu partout à travers le monde. Donc, les intervenants, il faut à la base être intervenant, éducateur, psychoéducateur, travailleur social, psychologue, etc. Et ben, la formation est offerte là, sur le web pour devenir coach familial, comme moi. Oui, et vous en avez beaucoup, hein? Si je vous demande le nombre de personnes à qui vous avez enseigné aujourd'hui, ce sont des coachs familiaux. Oui, bien, en coaching familial, là, présentement à l'international, parce qu'on a des jeunes partout. Là, dans la dernière cohorte, j'ai quelqu'un du Burundi, de la Nouvelle-Calédonie. On doit en avoir bien, la formé. famille est partout. Hein, oui, c'est ça. On en a formé à peu près plus de 500-600, là, je vous dirais. C'est excellent. Yes, c'est tout ça. à fait. Et c'est ça, quand on devient coach, justement, et on va à votre école, ça nous donne quoi, dans le fond? Là? En fait, ce que ça permet, ce que ça donne, c'est vraiment une approche. Donc, les gens, à la base, sont déjà intervenants. Par exemple, un travailleur social qui décide d'appliquer l'approche du coaching familial au privé ou dans l'entreprise où il travaille. Donc, ce que ça donne, c'est une structure d'intervention
puis davantage d'outils là, pour travailler avec les enfants puis les familles, pour travailler justement sur gestion des émotions, sur toutes les croyances que les enfants peuvent avoir adoptées malgré eux, amener les parents aussi à mieux intervenir de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus bienveillante auprès des enfants. Oui. On s'aperçoit très vite que tu es une passionnée, alors qu'on va continuer à suivre justement Nancy Doyon. Et puis, où tu te vois peut-être? As-tu des rêves? As-tu des objectifs de vie? Ce qu'on espère, mon conjoint et moi, c'est que d'ici une dizaine d'années, on travaille, mais peut-être à partir du Sud. 6 mois dans le Sud, 6 mois ici. On pense au Costa Rica quand les enfants seront grands. Fait que ce serait peut-être dans nos prochains rêves. Mais sinon, écoute, très honnêtement, là, notre vie est un peu rêvée présentement. Là, on vit un rêve. On vit, c'est ça. Parce que, faut pas le cacher, on est encore quand même en temps de pause. Mais pour les personnes qui veulent être motivées, hein, surtout au niveau familial, avant de tout péter, comme péter les murs, casser les fenêtres, suivez les ateliers de Nancy Doyon. Est-ce qu'on peut suivre une formation de vous sans être nécessairement ou en faire un métier plus tard, là, juste pour des notions personnelles? Si les gens vont sur sosnancy.com, ils vont trouver toutes sortes de formations pour les parents, pour les intervenants, pour quiconque en a envie, mais aussi ma chaîne YouTube. Nancy Doyon sur YouTube, il y a plein de petites capsules. Je pense que j'ai au-dessus de 70 capsules YouTube. Voilà. Donc, SOS Nancy, je pense que c'est une thématique, c'est un concept, hein? Oui. SOS Nancy pour telle chose. Oui, j'ai SOS de dos, SOS discipline, SOS. SOS, l'entrevue est déjà terminée. Nancy, quel message? Regarde la caméra et tes gens qui t'aiment, qui te regardent. Quel est le message là, en temps de pandémie que tu veux absolument leur laisser? Mettez-vous moins de pression, soyez plus indulgents vers vous, plus indulgents vers votre conjoint, plus indulgents vers les enfants. Prenez soin de vous. Et on a le droit de se donner un petit break, là, présentement, tout le monde. Alors voilà, c'était Nancy Doyon, qui est éducatrice spécialisée, mais coach familiale internationale.